Le changement, c'est les jeunes. Point d'interrogation très important pour le thème de ce deuxième forum Azur TV Nice Matin. Bienvenue ici depuis le siège de votre quotidien régional. Très heureux de vous retrouver donc pour ce deuxième numéro de notre rendez-vous politique sur Azur TV sur nicematin.com. Alors plusieurs questions au cœur de cette émission qui, vous l'avez compris, sera dédiée à la jeunesse. Quelle place pour la relève? Des idées nouvelles sont-elles en train d'émerger sur la scène politique? Et puis, le cas échéant, comment pratique-t-on le pouvoir lorsque l'on a moins de 30 ans? Ce sont les questions que nous poserons notamment à David Racheline, le sénateur-maire de Fréjus, qui sera notre invité pour l'entretien de ce forum Azur TV. Nos experts viendront bien entendu nous donner leur avis sur cette question et puis décrypter toute l'actualité politique. Et puis dans quelques secondes maintenant, nous allons rencontrer deux jeunes militants très actifs dans les Alpes-Maritimes. L'un milite pour le Parti Socialiste, il s'agit de David Nakache, et l'autre pour l'UMP, Marine Brenier. Mais avant cela, Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous le savez, c'est une habitude dans cette émission. On va commencer avec votre billet d'humeur. Et je crois qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas content, Olivier. Non, je suis même très en colère pour tout dire, Nicolas. C'est un coup de gueule que j'ai envie de lancer aujourd'hui contre les grognons, les champions du déclinisme, les adeptes de la France, du France bashing, comme l'a encore dit cette semaine Manuel Valls. Jamais content et incapable de souligner les atouts réels de notre pays, reconnaître que certaines réformes vont dans le bon sens, que la France compte des personnalités, des jeunes, des chefs d'entreprise innovants, inventifs, conquérants. Non, pour eux, tout est marasme, tout est difficulté, tout est problème sans solution. Pour eux, on va dans le mur, il n'y a plus rien à faire, à part subir. Alors ces champions du déclinisme sont aussi les médaillés d'or de l'immobilisme. Ils réclament des réformes, mais n'en font pas eux-mêmes. Ils veulent des efforts, mais n'en feront pas également. Alors, dans cette France bouleversée, tiraillée, divisée, on a besoin d'autre chose. On a besoin de leaders charismatiques, entraînants, positifs, mais réalistes, d'hommes et de femmes avec des idées nouvelles, des discours neufs. Et on va donc le voir aujourd'hui avec ces jeunes. On espère qu'ils porteront ce discours. Eh bien voilà, les jalons sont posés pour ce deuxième forum Azur TV et Nice Matin. C'est donc parti pour la question d'actu avec nos deux premiers invités. Voilà, je vous le disais dans le sommaire, Parti Socialiste d'un côté, UMP de l'autre. Marine Brenier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tout juste 28 ans, vous êtes la responsable des jeunes populaires de l'UMP dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes également adjointe au maire de Christian Estrosi. On reviendra sur votre parcours et puis sur la genèse de votre engagement. Des questions qu'on posera aussi à David Nakache qui, lui, n'a pas encore 40 ans, je crois. Ça va ça y est, vous les avez? Je croyais que ça allait se faire dans les prochains jours. Vous êtes le mandataire d'Arnaud Montebourg dans les Alpes-Maritimes. Donc une frange aussi assez particulière du Parti Socialiste, on en parlera. Et vous êtes secrétaire fédéral du laboratoire des idées du Parti Socialiste. Ça aussi, ça sera intéressant de voir comment on essaye de faire émerger les idées donc, au sein du Parti Socialiste. Alors c'est important de vous avoir sur le plateau parce que ce sont les deux grands partis de France, hein, et c'est là où on va voir aussi comment on peut renouveler à la fois le personnel politique et puis les idées. Marine Brenier, puisque vous êtes la plus jeune et la seule femme de ce plateau, je vais vous poser cette première question. Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire du jeunisme à tout prix et il faut renouveler le personnel politique? Alors pour ma part, le jeunisme à tout prix, non, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution au problème des Français. On parle de renouvellement, il y a un renouvellement de la classe politique certes, mais pour moi le plus important c'est un renouvellement de notre modèle politique. On le voit aujourd'hui, on est peut-être arrivé à saturation, les Français en ont marre de voir des politiques clivantes, gauche, droite, une opposition toujours entre ces deux partis majoritaires. Maintenant, peut-être que ce que les Français attendent de la classe politique, c'est pas forcément un renouvellement, de faire parler des personnes plus jeunes, mais simplement de faire un renouvellement dans les idées et pouvoir faire en sorte d'avoir un modèle politique qui ressemble plus aux Français de cette 5e République. Même question pour vous, David, rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît inévitable, ce renouvellement qui, sur le terrain, commence à être concret, mais on le voit dans nos institutions, c'est quand même compliqué de renouveler le personnel politique. Ouais, le renouvellement est indispensable. On a aujourd'hui un paradoxe, c'est que d'une part, il n'y aura pas de réel changement sans la jeunesse, et d'autre part, le jeunisme à tout prix peut mener à des impasses. Marion Maréchal-Le Pen est jeune. Localement, nous avons Gaël Nofri, nous avons Philippe Vardon, ils sont jeunes, mais leur matrice idéologique est ancienne, voire réactionnaire. Donc le jeunisme à tout prix n'est pas forcément une solution. Ce qu'il faut changer, ce sont les pratiques politiques et les idées. Donc là, vous êtes en phase avec Marine? Oui.
Tout à fait. Mais justement, ça fait partie aussi du renouveau. Ça veut dire, si des positions qui sont tenues par le camp adverse, par l'UMP ou par la droite, alors que je suis de gauche, sont positives, de le dire. Si par contre mon gouvernement qui est de gauche fait des choses que je n'approuve pas, de le dire aussi. On a un devoir de vérité et on doit pouvoir trouver des consensus pour faire avancer. Alors Marine, vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 28 ans, vous êtes diplômée en droit, vous vous êtes d'abord engagée dans le monde associatif pour ensuite rentrer chez les jeunes populaires. C'est un parcours classique finalement de jeunes engagés à droite. Oui, je crois que c'est un parcours plutôt classique, mais c'est vrai que mon envie de politique est bien plus ancienne, puisque j'ai eu la chance de connaître Christian Estrosi assez jeune, de voir ce qu'il a pu faire, notamment dans la vallée de la Tinée. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cet intérêt pour l'action locale de Christian Estrosi. Et c'est ensuite en 2007, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, tout à l'heure M. Biscay parlait justement de leader charismatique, en voilà un à droite justement. C'est vrai que j'ai eu cette envie de franchir le pas, donc déjà d'un point de vue associatif au niveau étudiant, puis après en passant le pas de la permanence de l'UMP 06 et en intégrant les Jeunes Pop 06. Alors David Nakache, pour vous le parcours est un petit peu similaire, c'est-à-dire que vous êtes engagé très tôt au Parti Socialiste. Alors expliquez-nous la genèse de cet engagement. Non, moi vous savez, j'ai un parcours très classique d'étudiant qui fait des tas de petits boulots pour réussir à financer ses études. J'ai eu la chance de travailler dans le social, j'ai fait 12 ans en caisse d'allocation familiale avant de passer des concours de la fonction publique territoriale. Et je me suis engagé politiquement quand est arrivé pour moi le 21 avril 2002. Quand j'ai vu Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, quand j'ai vu que Lionel Jospin, qui avait fait le pacte, qui avait fait les 35 heures, le congé paternité, la CMU, même s'il avait peut-être fait une mauvaise campagne, mais avec un vrai bilan, ne s'en sortait pas, n'était pas là, et qu'on n'avait plus d'alternative vraiment à gauche, là je me dis c'est pas possible. C'est plus possible. Mais alors justement aujourd'hui à gauche, quel message peut porter la jeunesse? Quel message vous pouvez porter? Parce qu'il y a différents courants aussi. Dans les Alpes-Maritimes, vous n'êtes pas toujours d'accord avec Xavier Garcia, par exemple. Donc aujourd'hui, quelle place pour l'émergence de nouvelles idées? Ben justement, le débat dans les Alpes-Maritimes, on est une fédération où on débat, où il y a des votes, où il y a des débats internes au Conseil fédéral, on dépose des textes. Moi, je soutiens Arnaud Montebourg, je soutiens les députés qu'on dit frondeurs parce qu'ils proposent une véritable alternative. Xavier Garcia, lui, est plutôt sur une ligne de soutien au gouvernement avec la politique menée en l'État. Et justement, on a ce débat, mais il y a quantité d'idées nouvelles, d'énergie. On a dans les Alpes-Maritimes une jeunesse. Alors, elle n'est pas forcément uniquement dans les partis politiques, elle est dans les collectifs citoyens, elle est dans les associations, elle est aussi dans les syndicats, elle est partout. Et elle a besoin à un moment donné d'un élan qui puisse la fédérer, qui puisse la faire partir, que tout le monde aille dans le même sens pour un réel changement, même local. Est-ce qu'on a envie vraiment de changer? Est-ce que les adultes, les plus anciens, ont envie de laisser la place à tous ceux qui démarrent? À un moment donné, qu'ils aient envie ou pas, le changement sera là. À un moment donné. Maintenant, vous êtes sûr de ça? Alors maintenant, faut voir, mais vous voyez, le changement c'est maintenant, cette formule. On l'a portée. Moi, j'ai fait la campagne de François Hollande. J'étais directeur de campagne locale dans le 06. On a tous fait cette campagne. Les électeurs se rendent compte quand le compte n'y est pas. Quand ils ont voté pour un programme et que la politique menée n'est pas adéquate au programme. Donc, il faut tout simplement le reconnaître et proposer des alternatives. C'est pour ça que je soutiens Arnaud Montebourg, c'est pour ça que je soutiens les députés frondeurs, parce qu'on propose des alternatives à la politique menée qui puissent amener à l'adhésion, à fédérer et amener l'envie de s'engager encore et à nouveau. Mais la question pourrait être posée à Marine également, concernant Nicolas Sarkozy. Comment on peut revenir avec des idées nouvelles? Nicolas Sarkozy revient aujourd'hui avec la simple et unique idée qui est aujourd'hui de réformer le parti politique de l'UMP, puisque aujourd'hui la question elle est là, c'est réformer notre parti politique. On n'en est pas encore aux primaires de 2016, la seule et unique question c'est de réformer, rénover l'UMP et comme je vous le disais tout à l'heure, passer au-dessus de ces clivages gauche-droite. C'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans un parti politique dans lequel les choses se font de manière plutôt cohérente, même si on a eu quelques difficultés, on ne peut pas le nier. Maintenant c'est vrai que pour M. Nakache ça doit être plus compliqué d'être à la fois dans l'opposition au niveau municipal et également dans l'opposition au niveau national par rapport à son propre parti. On a quand même cette chance-là d'arriver encore à réussir à avoir une politique Marine, cohérente. Quand on voit le retour de Nicolas Sarkozy, il ne revient pas avec des idées nouvelles. Le non-remplacement des fonctionnaires, la fin des 35 heures, la loi sur l'immobilier, c'était déjà en 2007 et en 2012. Oui, comme vous le dites, c'était en 2007. Et c'est vrai que
Ma position, elle est très claire. Je pense que si on a perdu en 2012, c'était à cause de cette ligne Buisson qui a été suivie et qui malheureusement ne correspondait pas à l'attente des Français. Les Français, ce qu'ils attendaient, c'était le Nicolas Sarkozy de 2007, quand il parlait des valeurs de travail, de méritocratie. Et je pense qu'on en revient à ces fondements qui sont ceux de la droite à laquelle les Français croient. David Nakache, vous êtes dans l'opposition? Non, je ne suis pas dans l'opposition par rapport Municipal, au oui. gouvernement. Municipal, National, bien non. évidemment, nationalement, non. Il y a des tas de choses qui sont très positives auxquelles je soutiens, la réforme de la justice, ce qui est fait au niveau de l'éducation, ce qui est fait au niveau de la santé, c'est au niveau de la politique économique où je mets des divergences. Mais on peut valider quantité de lois et de réformes qui sont faites et dire très simplement son désaccord sur certains points. Je veux dire, les électeurs, les citoyens sont adultes, ils sont intelligents, ils comprennent. Là, c'est plus qu'un désaccord. Andrew Montebourg veut incarner une alternative sérieuse. Oui, oui, tout à fait. Mais pour autant, ça n'empêche pas de valider ce qui est positif. Vous parlez de renouvellement. Prenons un exemple concret. La loi sur le non-cumul des mandats. C'est une avancée majeure. C'est considérable. Ça va réellement changer, révolutionner la vie politique à partir de 2017. Pour autant, ça s'est arrêté au milieu du gué. On a fait la moitié du chemin. Parce que ce qui est important maintenant, c'est le non-cumul dans le temps. Un mandat d'élu, ce n'est pas une rente à vie. On n'est pas là pour être député pendant 10, 15, 20 ans. Regardez. Quand 2 mandats, 3 mandats 2 mandats, c'est très bien, 3 mandats maximum. Regardez les députés des Alpes-Maritimes. Vous avez un député, Éric Ciotti, qui a son 2e mandat, très bien. Vous en avez 3 à leur 3e, 3 à leur 4e, et 2 qui sont à leur 6e mandat. Rudy Sall est député depuis combien de temps? Depuis 26 ans. Marine Brenier, vous aviez quoi, 1 an, 2 ans quand il était déjà député? Oui, Marine, vous êtes d'accord avec ça? Ce genre de choses n'est plus possible. Pourquoi? Moi, personnellement, je suis complètement opposée à cette réforme sur le non-cumul. Dans le temps? Dans le temps, exactement, dans le temps et dans les mandats. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir des députés de qualité, vous les citiez tout à l'heure, et je ne suis pas certaine qu'en faisant un seul ou 2 mandats, on ait l'expérience nécessaire pour pouvoir avoir des avancées suffisantes. Et pour moi, je trouve que c'est une chance pour nous d'avoir ces députés. En ont marre de voir les mêmes. Non, encore une fois, je ne pense pas que la difficulté soit par rapport aux mêmes personnes qu'on peut voir, que ce soit à droite, à gauche, voire même à l'extrême droite. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Mais pour autant, je pense que la véritable avancée serait de changer les idées et changer le modèle politique, plus que de changer les hommes. À minima, tout de même, la représentation nationale doit tout de même représenter la population. On a combien de parlementaires, ouvriers, agriculteurs, combien de femmes, combien de personnes issues de l'immigration? Il y a une parité quand même. Alors maintenant, on a la parité, mais justement, il a fallu que la gauche mène ce combat. Oui, mais justement, si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes député demain, je vous le souhaite, c'est parce que la gauche a fait passer les lois sur la parité. C'est à un moment donné. Nécessairement, elle aurait pu aussi s'imposer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que non, pardon, c'était pas personnel. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que si on a aujourd'hui une meilleure représentativité des femmes en politique, et c'est à mon sens vraiment indispensable, c'est parce qu'on a été contraint d'imposer un quota de parité. Moi, idéologiquement, je suis contre les quotas. Mais comme la société n'évoluait pas, comme les partis politiques n'évoluaient pas en n'investissant pas des femmes dans des lieux où on avait une possibilité de les faire élire, il a fallu en passer par la parité. Il faut tout de même, à un moment donné, renouveler le personnel politique pour avoir un personnel politique qui représente les Français et que les Français puissent à ce moment-là s'intéresser davantage et se sentir mieux représentés, s'identifier et s'impliquer. Ça passe aussi par là. Alors moi j'ai une double question à vous poser, une question locale, parce que vous êtes donc engagé au Parti Socialiste, la droite est assez hégémonique dans les Alpes-Maritimes. Alors sur cette question de la jeunesse, est-ce que vous pensez qu'il va être facile pour les jeunes de récupérer le témoin des ténors ici de l'UMP, que sont Christian Estrosi, Éric Ciotti, Jean Leonetti, et pour vous, David Nakache, est-ce que vous pensez que la nouvelle vie de la gauche, ou en tout cas la naissance de la gauche au pouvoir dans les Alpes-Maritimes, ça passe par un changement d'homme? Changement d'homme ou de femme, peut-être, peut-être pas. Actuellement, nous avons... Certainement, David Nakache, vous ne pouvez pas dire que vous soutiendrez encore un 6e mandat de Patrick Allemand à la tête de la fédération du PS. Mais Patrick Allemand a dit clairement qu'il ne serait pas candidat à un 6e mandat donc, ça veut dire pour la qu'il fédération. faut changer d'orientation. Donc il y aura de toute façon un renouvellement à ce niveau-là, il l'a annoncé lui-même. Il avait mis, quand on regarde la liste des municipales, Mélanie Rousseau en 5e ou 6e position, donc quelqu'un de jeune qui était à ce moment-là leader des jeunes socialistes. Donc il y a une volonté de renouvellement aussi dans la jeunesse. Vous serez candidat à sa succession? À la succession de Patrick Allemand au poste de premier fédéral, ça nous verrons. Vous savez, il ne s'agit pas de moi vouloir être absolument candidat à tout. Il s'agit de voir qui, à un moment donné, est la meilleure personne pour incarner un changement et rendre effectif ce changement. Si on a un candidat qui est compétent, qui a de bonnes idées, qui est solide, qui est sérieux et en qui on fait confiance, on le portera, je le porterai. On est bien d'accord que c'est un candidat qui ne sera plus dans la lignée
de celle du gouvernement. Il faudra donc qu'elle porte, selon vous, l'alternative Montebourg. Moi, forcément, je défendrai des candidats qui sont en cohérence complète avec mes idées. Mais vous savez, la rénovation des pratiques peut se faire aussi indépendamment des courants au parti. On a des gens qui sont dans des courants différents du mien, qui ont fait un travail considérable sur la rénovation dans des fédérations nationalement. Nous sommes tous socialistes, on est tous dans la même famille, on a un socle commun. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Mais ce qui compte, à un moment donné, c'est de faire émerger une classe d'âge, de faire travailler des jeunes, de leur donner la possibilité de s'exprimer, d'avoir des responsabilités, de prendre de l'aisance et d'être à un moment donné en capacité d'être élu. Alors, il nous reste 1 minute avant de conclure cette première partie. Je voudrais poser cette question à Marine Brenier, donc justement sur cet héritage ici très fort à droite. Vous avez gravi les échelons, vous étiez conseillère municipale sur le précédent mandat de Christian Estrosi, vous êtes aujourd'hui adjointe de territoire. Est-ce que c'est un parcours initiatique pour accéder à des responsabilités plus élevées plus tard? Et si oui, quand? Parce qu'on sent aussi qu'à droite... Non, mais est-ce que c'est une question... Elles sont très précises, vos questions. Elles sont précises parce que... Enfin, en tout cas, c'est une question qu'on se pose parce que voilà, on se dit qu'aujourd'hui, ça peut passer par là aussi de restaurer la confiance auprès des politiques, qui est une confiance aujourd'hui égratignée. Donc aujourd'hui, vous incarnez cette jeunesse pour Christian Estrosi et pour le conseil municipal, vous en tout cas dans sa côté cantonal, c'est ça majoritaire. Écoutez, ça, j'en sais rien, c'est pas moi qui déciderai Vous en avez envie de cela. Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir continuer à construire avec mon équipe municipale et particulièrement avec Christian Estrosi, comme vous pouvez le comprendre. Mais non, cette décision ne m'appartient pas. Donc, on verra le moment venu. Simplement, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai qu'on a une fédération très importante, plus de 1000 jeunes populaires qui sont inscrits dans la fédération des Alpes-Maritimes, deuxième plus grosse fédération de France. Et j'ai aussi la chance d'avoir des élus de qualité qui ont fait la place à des jeunes sur les listes, que ce soit à Antibes, à Grasse, à Nice, à Cagnes-sur-Mer, à Villeneuve-Loubet, à Villefranche. Donc il y a beaucoup d'autres jeunes qui m'accompagnent dans mes responsabilités et qui eux aussi, petit à petit, prennent leur place pour la relève. Peut-être qu'au Parti Socialiste, ils n'ont pas eu cette chance-là, malheureusement, mais... D'avoir autant de postes d'élus, oui, effectivement, on n'a pas eu cette chance-là. Mais ça, c'est la loi démocratique. Oui, c'est les Alpes-Maritimes. Oui, ce sont les Alpes-Maritimes, il y a un particularisme. Ce qui compte réellement, c'est, quand je vous disais, changer les pratiques. Aujourd'hui, par exemple, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, dans les grandes communes des Alpes-Maritimes, on n'a pas une réelle démocratie participative. On n'a pas une réelle participation citoyenne. On a de la consultation. À chaque fois qu'il y a un grand projet, parce que c'est légal, il faut consulter, alors on consulte pendant quelques jours. Mais on n'a pas de budget participatif avec une part importante où les citoyens s'engagent dans leur vie. On n'a pas tout ça. Est-ce que le vrai sujet, c'est que finalement, les citoyens français ne veulent pas forcément s'investir? Parce que la démocratie participative, elle existe tous les jours, à tous les étages de la société. Enfin, il n'y a jamais eu autant de débats sur nos territoires quand même, et sur tout un tas de questions. Mais les Français ne sont pas là, les citoyens ne sont pas là. Avoir un débat, avoir un débat en ayant l'impression qu'on va nous écouter mais que ça ne va rien donner. Ou parce qu'on est citoyen électeur à Paris, il y a 5% du budget de la ville de Paris qui est remis aux citoyens. Et là, on a une décision parce que ça impacte sur le changement dans mon quartier, dans l'école de mes enfants. C'est quelque chose de très nouveau qui a été mis en place dans la capitale française, qui vient du Brésil. C'est quelque chose de tout à fait nouveau sur le territoire français. C'est là où on a encore du retard. Laissez le temps aux autres territoires aussi, peut-être de s'imprégner de cette démarche-là. Christian Estrosi, à son deuxième mandat, il a déjà eu du temps pour ça. Enfin, vous parlez de démocratie participative, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être pour vous. On en parlait depuis peu. Peut-être pour vous. En France, c'est quelque chose d'assez nouveau. Laissez le temps, encore une fois, au territoire et à nos élus de pouvoir s'imprégner de ces choses-là. Et je pense que c'est la volonté de notre maire à Nice. En tout cas, vous l'avez noté, avec la nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques dans les Alpes-Maritimes, le débat est entier, le débat est plein. Il y a des questions à aborder. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci Marine Brenier, merci David Nakache. On va poursuivre cette émission, donc à suivre David Racheline dans la troisième partie donc de ce forum Azur TV Nice Matin, entretien donc avec le sénateur-maire de Fréjus, le plus jeune sénateur français de l'histoire. Et puis dans quelques secondes maintenant, nos experts arrivent sur ce plateau. On va parler notamment des réseaux sociaux. Vous êtes très actifs tous les deux puisque vous êtes dans le top 10 des hommes politiques les plus actifs donc sur Twitter dans les Alpes-Maritimes. Et on verra que ça aussi c'est un moyen nouveau pour les jeunes hommes politiques et les jeunes femmes politiques de communiquer. On se quitte quelques minutes, le temps d'une petite respiration et on se retrouve avec Christian Bidégaray et Richard Gibaud sur ce plateau.
Et nous sommes de retour sur le plateau du Forum Azur TV Nice Matin depuis le siège du quotidien à Nice. Olivier, avant d'accueillir nos experts et de voir avec eux pas mal de choses, petit débriefing quand même sur ce débat entre donc David Nakache et Marine Brenier. Écoutez, ils sont bien formés, j'avais l'impression d'entendre les ténors de l'UMP du Parti Socialiste du département. Ils sont bien rodés, le discours est bien structuré, je crois qu'ils sont sur la bonne voie pour faire une longue carrière politique. Oui, et puis pour animer le débat quand même. Il y a eu un beau débat entre David et Marine. Et puis on espère qu'ils vont surtout faire émerger aussi de nouvelles idées, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ça le cœur de la question. Cette question, on va la poser justement à nos experts, mais avant de les accueillir, on va lancer le petit jingle qui vous est réservé, messieurs, le jingle des experts. Richard Gibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président donc, de l'agence Cassius, spécialiste de la communication et de la politique aussi. En face de vous, notre professeur émérite de sciences politiques maison, Christian Bidé-Garay. Alors, on a pas mal de choses à voir avec vous. Cette question du renouvellement, bien entendu, question importante. On va débriefer un petit peu quand même les sénatoriales, même si tout a été dit, mais ça sera intéressant d'avoir votre avis, notamment sur la situation dans le département et la situation du Front National, puisque je vous le rappelle, dans 15 minutes maintenant, c'est David Rachline qui sera avec nous pour l'entretien de ce forum. Et puis on parlera aussi du retour de Nicolas Sarkozy, flop ou réussite. Je crois que vous avez des avis bien tranchés sur la question. Que doit-il faire? Doit-il améliorer sa communication? Et puis on parlera aussi des réseaux sociaux, puisque c'est une donnée importante donc, pour les jeunes qui essayent d'émerger en politique. Alors, messieurs, on va commencer par vous, Christian. Olivier disait que le personnel politique qui s'annonce comme la relève est bien formé. Vous partagez cet avis-là? Oui, ils sont bien formés, mais alors la question est où est le renouveau? Puisqu'on est en train de reproduire le langage orthodoxe de la langue de bois politicienne, et donc les arguments des jeunes ne me paraissent pas singulièrement différents des arguments de leurs aînés. Donc où est la nouveauté de ce point de vue? J'ai remarqué que tous les deux viennent aussi du monde étudiant et donc du monde syndical. Et c'est par les syndicats, notamment l'UNEF, qu'au Parti Socialiste, on a formé énormément de gens. Même chose du côté de l'UMP. Donc est-ce qu'il y a véritablement un renouveau, au moins dans la façon de faire de la politique? Je n'ai pas l'impression. C'est le moyen le plus traditionnel, me semble-t-il, de gens qui viennent de la base, qui sont des étudiants, qui sont passés par les syndicats et qui s'ancrent dans le paysage local. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la tradition française quand même, Richard? Et est-ce que ça ne sécurise pas à la fois le citoyen qui se dit favorable au changement, mais qui finalement est rassuré quand même par le discours classique? Je ne crois pas qu'ils soient formés, je crois qu'ils sont formatés. C'est radicalement différent. La formation leur apporterait la capacité à pouvoir donner des libertés d'idées, des libertés de penser, des libertés de s'opposer différemment, de créer des actions nouvelles. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un formatage, mais pour ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça rassure. Le formatage rassure parce qu'il limite la prise de risque. Et on est dans une situation où la politique est en prise de risque minimale aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas franchir le pas de trop qui nous ferait passer de l'autre côté. Les derniers qui ont pris des gros risques dans les élections municipales ou dans les élections présidentielles, on se souvient de Ségolène Royal, qui avait fait une prise de risque importante parce qu'elle voulait changer la manière de faire la politique. On parlait tout à l'heure de la démocratie participative. On se souvient de la manière avec laquelle Ségolène Royal animait la campagne présidentielle. C'était une nouveauté. Et là, on avait de la fraîcheur, on avait de la nouveauté. Ça n'a pas marché sur le plan électoral, mais ça a apporté une nouveauté. De l'autre côté, vous avez des autres prises de risque. Vous avez le Front National qui est en prise de risque aussi, puisqu'il prend des risques en mettant des jeunes dans des élections municipales. On va avoir tout à l'heure l'exemple avec David Rachline, aux élections sénatoriales aussi. Et là, ça marche électoralement. Donc on voit que les prises de risque peuvent être à la fois des succès, à la fois des échecs, mais au moins, il y a des groupements politiques qui prennent en compte ces prises de risque. L'UMP, de son côté, a pris des risques quand Nicolas Sarkozy, en 2007, a tenu un discours très agressif, très volontariste, qu'il était sur une notion de la famille, une notion du travail, des valeurs, et cette prise de risque, là, elle avait payé aussi. Donc à chaque fois, on se rend compte que quand il y a de la prise de risque, on voit qu'il y a de l'intérêt. On ne peut pas dire que la campagne de Ségolène Royal n'ait pas suscité d'intérêt à gauche. Celle de Sarkozy avait créé de l'intérêt à droite. Et celle du Front National a créé de l'intérêt au Front National. Mais par rapport à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il peut se permettre de reprendre des risques à 2 ans et demi d'une présidentielle? Est-ce qu'il peut rejouer ce risque? C'est la même chose que les sportifs quand ils sont face au pied du mur. Est-ce qu'ils doivent prendre des risques ou est-ce qu'ils doivent assurer sur le classique? Aujourd'hui,
Alors, on va y pose la revenir question. à Nicolas Sarkozy. Je voudrais qu'on reste quand même sur ce qu'on a entendu et sur le renouvellement de cette classe politique avec un élément qui peut-être là va vous opposer du coup parce que vous n'êtes pas de la même génération. Le rôle des réseaux sociaux. On avait tout à l'heure Marine Brenier qui est dans le top 5 même des politiciens les plus actifs sur Twitter. David Nakache n'est pas loin aussi. Et puis on voit que Christian Estrosi, Éric Ciotti, Jean Leonetti sont tous très actifs sur les réseaux sociaux. Je crois que Christian, vous êtes un petit peu dubitatif par rapport au rôle de ces réseaux sociaux quand même. Quelle est l'incidence réelle de l'action par les réseaux sociaux? Je ne sais pas si on est tellement en opposition. Je crois que ça sert de défouloir. J'ai fait quelques travaux d'études sur la cyberdémocratie, précisément, sur le rôle des forums, sur la portée. Bon, on l'a vu notamment au moment du traité constitutionnel européen. Il y a eu une grande agitation à ce moment-là. Mais l'incidence politique a été minime. Et elle reste moins forte que le moyen traditionnel de la campagne électorale de l'élection. Je ne sais pas Néanmoins, on en parlait, Richard, c'est vrai qu'on fait quand même passer des idées via Twitter quand on n'a pas Twitter, Facebook ou les autres réseaux sociaux, quand on n'a pas la portée nationale notamment. Le risque du réseau social, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une maturité dans les réseaux sociaux. Donc tout le monde a une forme de maîtrise. Et la pratique des réseaux sociaux devient une sorte, pareil, de formatage. Là où les jeunes ont un gros pari à jouer, c'est de trouver la voie dans les réseaux sociaux pour pouvoir se démarquer des autres. C'est eux qui portent cette génération des réseaux sociaux. À eux de trouver la forme de nouvelles manières d'exciter les réseaux sociaux. Maintenant, ces réseaux sociaux ne peuvent pas être le seul moyen de véhiculer de l'idée. La rencontre avec les citoyens reste quand même le seul moyen de discuter. C'est là que s'exprime la Pas démocratie. forcément les meetings, les réunions publiques, c'est fini tout ça. Absolument pas. Les meetings, les réunions politiques, vous n'avez qu'à voir la capacité à mobiliser du campus de l'UMP à Nice. Vous comprenez qu'il y a un problème dans le format de la réunion. Il y a 15 ans, c'était inimaginable que le RPR fasse une université d'été et qu'il n'y ait pas 5 000, 6 000 jeunes rassemblés dans un lieu plein à craquer. C'est pas ça. Il faut trouver l'autre moyen, l'autre levier. Et ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce ne sera pas dans les meetings, parce que les meetings, ce n'est pas ça qui est le plus grand vecteur et de débat et d'idées. Mais les nouvelles réunions publiques auxquelles on assiste, et Nicolas Sarkozy l'a testé quand il est allé à Troyes chez François Baroin, on l'a vu, c'est de la réunion débat. Mais on est un peu dans l'héritage de ce qu'a un peu initié Ségolène Royal. Mais les questions étaient quand même Oui, très structurées, mais Richard. parlons de communication. C'est la forme qui est très importante dans la politique. La forme que vous donnez, je réponds à des questions qu'on me pose. C'est pas la même chose que d'être dans la forme du discours de tribun où tout le monde est là. La on forme, m'écoute et on me répond c'est pas. le plus important dans la politique, Christian? Ça compte pour beaucoup, ça compte pour beaucoup. Mais je voudrais ajouter peut-être quelque chose. Dans les lieux anciens de formation de la pensée, il y avait les clubs. Et aujourd'hui, il y a les think tanks. Donc quand on a le Parti socialiste, il y a Terra Nova. Quand on voit la Fondation pour l'innovation politique de Mme Régnier, c'est aussi, il travaille notamment pour l'UMP. Donc il y a là un ensemble de réseaux d'intellectuels. Il y a des clubs aussi qui réfléchissent à formuler de nouvelles idées, effectivement, et qui peuvent peut-être, je pense au Parti socialiste notamment, il y a aussi la Fondation Jean Jaurès, qui amène effectivement des idées neuves. Seront-elles reprises ensuite par les politiques actifs? C'est pas toujours vrai, mais il y a là un foisonnement C'est quand même de moins en d'idées. moins le cas. Regardez les GRAC en 2007 qui interpellent François Bayrou, qui interpellent les différents candidats. Très peu d'idées ont été récupérées à l'époque, reprises à l'époque. Oui, tout à fait. C'est rare quand même. Mais au-delà de ça, où sont les jeunes qui votent aujourd'hui? Il faut partir de là. Qui vote? Vous l'avez vu dans les dernières élections, on se rend compte que les moins de 35 ans ont voté s'ils sont d'un milieu, on va dire, non favorisés, qui sont dans la recherche d'emploi, qui ne sont pas sortis de l'enseignement supérieur, ces gens-là se tournent naturellement vers le Front National. Tout à fait. Ceux qui sont issus de l'enseignement supérieur et qui ont entre 15 et 30 ans, eh ben, ils vont rester à la maison majoritairement. C'est ceux-là qui font défaut à l'élection. La question n'est pas maintenant de se dire c'est quoi les meilleurs leviers. Où sont ces jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller les chercher? Vous avez le même constat dans le syndicalisme, vous avez le même sondage dans les organisations
professionnelle, ces jeunes doivent trouver de l'intérêt à réfléchir ensemble Voilà. pour aller apporter des solutions. Alors on parle de renouvellement donc, du personnel politique, mais c'est aussi un renouvellement de l'électorat, donc, puisque aujourd'hui beaucoup de jeunes s'abstiennent et il faut donc qu'ils reviennent aux urnes. Je voudrais qu'on parle rapidement du Sénat. Alors on va faire ça assez vite parce que le temps nous est compté, c'est l'exercice télévisuel qui le veut. Pénétration des idées du Front National, c'était ce que vous me disiez en préparant cette émission, Christian, puisque notamment dans la région PACA, on le verra avec David Rachlin tout à l'heure, le socle de voix a été doublé, 4 fois plus, a été quadruplé. Donc comment vous l'expliquez ? Tout simplement parce que d'abord il y a la réforme territoriale qui agite aussi pas mal les élus, qu'un certain nombre d'élus ne sont pas convaincus, eux qui votaient UMP, par l'UMP d'aujourd'hui et la lutte fratricide qu'elle connaît, et donc qui ont été finalement, disons, sensibles à une peut-être protestation ou à une conviction pour les arguments du Front National, surtout dans l'autre PACA, dans le sud-est. D'où le fait qu'effectivement, puisque la plupart du temps ce sont des maires sans étiquette, et puis les délégués des conseils municipaux qui ont donc apporté leur voix, me semble-t-il. Mais je crois que les observateurs sont à peu près d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est réellement les idées du Front National, Richard, qui ont pénétré les élus locaux, ou c'est plutôt des débats très locaux qui ont été galvanisés ou qui ont été en tout cas exaltés par les candidats du Front National? On ne peut pas dire aujourd'hui que les idées du Front National ont pénétré le Sénat quand même. Il n'y a que 2 sénateurs. Ils ne vont pas mener la révolution. On verra ça avec David Rachlin. Mais... On a 2 phénomènes, je pense. Les idées, est-ce que ce sont les idées du Front National ou est-ce que ce sont des idées qui, aujourd'hui, sont les seules à être proclamées haut et fort par le Front National, qui ne sont plus des têtes d'affiche d'un certain nombre de partis historiques? Si les idées ne sont plus défendues que par le Front National, il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de grands électeurs retrouvent ces idées chez eux, donc apportent des soutiens à cette liste-là. Il nous reste 2 minutes, on va les utiliser pour parler du retour de Nicolas Sarkozy qui sera à Nice le 21 au Palais Acropolis pour un meeting rencontre avec ses militants. Flop ou réussite? On va commencer avec Christian. D'abord, je constate que lui s'est entouré de toute une noria trentenaires. Donc, place aux jeunes. Quelques cadres, donc, place aux jeunes pour des idées moins jeunes. Et pour des idées qui restent quand même relativement les mêmes. Donc, jusqu'ici, dans ce qu'il a proposé dans son programme, c'est une sorte de melting pot d'idées qu'il a déjà utilisées. Et de ce point de vue, c'est ce que disait notre ami, va-t-il au centre? Va-t-il à droite? Fait-il la synthèse entre les deux et il risque de perdre soit dans un camp, soit dans l'autre? Et donc, pour l'instant, sa stratégie est en difficulté. On voit bien dans les sondages, mais on sait qu'il faut les prendre avec prudence, que pour l'instant, la candidature Juppé est très en avance par rapport à la sienne. Donc vous confirmez quand même que des jeunes autour d'idées du passé, c'est quand même du marketing. C'est-à-dire qu'on explique aux Français qu'on est en train d'intégrer autour de Nicolas Sarkozy une nouvelle génération en utilisant des idées de 2007 quand même. Richard, non? C'est du marketing, parce que le marketing... Si vous prenez le panel de ceux qui vont voter à la présidentielle, vous savez, si vous regardez les élections précédentes, que ce sont les jeunes qui font l'élection présidentielle. Si vous êtes capable de créer une dynamique autour des jeunes, Jacques Chirac l'a fait en 1995, François Mitterrand l'a fait en 1981, Nicolas Sarkozy l'a fait en 2007. Est-ce qu'il est en train de rater ce pari-là? On ne le sait pas. Moi, je ne suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Ce que je trouve admirable dans les médias et dans nous, les commentateurs de la vie politique, c'est qu'on est maintenant... Quand on était à commenter une élection présidentielle à 1 an, on était déjà en avance. On est à 3 ans d'une élection présidentielle. Je crois qu'il faut laisser, et justement, c'est ça qui est l'intérêt de la vie politique, laisser le temps à la vie politique de s'exercer, que ces jeunes-là émergent, qu'ils nous fassent rêver avec des idées nouvelles, des formes nouvelles de manière de faire de la politique, et on va voir ce qui va se passer. Ils ont 3 ans de combat présidentiel. Sarkozy a raison de revenir comme ça. Sarkozy a raison de revenir comme ça. Il est dans une situation où le personnage, Nicolas Sarkozy, ne peut pas rester les 2 pieds dans le même sabot. Ce n'est pas sa personnalité, il ne l'a jamais fait. Il a commencé comme ça en politique. Il faut se souvenir quand ils ont commencé avec les jeunes du RPR à l'époque, c'était en 86, si mes souvenirs sont bons, qu'ils ont fait une forme de prise de pouvoir de l'état-major pour pouvoir exister au sein du RPR. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas le genre de personnalité qui va laisser le débat se dérouler sans prendre sa part dedans. Sa personnalité est comme ça. Maintenant, il a déjà réservé des surprises. Il a réservé les surprises de l'ouverture en 2007, en allant chercher des personnalités de gauche pour participer à un gouvernement, ça n'avait jamais été fait. Ça a créé une forme de dynamique. Après,
Ça a été moins bon en termes de dynamique, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut lui laisser le temps de venir. Il va nous réserver des surprises, j'en suis sûr. En face à lui, il a Alain Juppé. Alain Juppé va aussi réserver des surprises parce que lui va mener une campagne peut-être moins sur l'aspect jeune, mais sur une nouveauté des idées et des statuts. Juste un mot. Voilà, et on conclut. Juste un mot. Et vous nous dites si c'est raté ou réussi. Voilà. Ça, je ne sais pas, mais la bah question quand même, que je vous me avez un pose, avis en ce moment. fallait-il passer par la carte parti? C'est-à-dire que je ne pense pas qu'au départ, Nicolas Sarkozy aurait voulu aller prendre la tête de l'UMP. Il aurait préféré venir comme le sauveur. Mais là, il est bien obligé de passer par la case UMP pour essayer d'avoir pour lui une formation qui va pouvoir l'appuyer pour l'élection présidentielle. Est-ce que ça sera la bonne solution? Je suis d'accord, il faut attendre, c'est trop tôt. On va attendre et puis on verra le meeting aussi à Nice qu'on ne manquera pas de suivre de près. Merci messieurs, vous allez donc rester avec nous aussi pour suivre l'entretien qui va conclure ce forum Azur TV Nice Matin. C'est David Racheline, le sénateur-maire de Fréjus qui est notre invité. A tout de suite. Allez, troisième acte de ce forum Azur TV Nice Matin, toujours depuis le siège du quotidien, en compagnie d'Olivier Biscay. Dans quelques secondes maintenant, l'entretien de cette émission, un entretien qui risque d'être important et passionnant dans ce contexte des jeunes au pouvoir, puisque c'est un jeune qui exerce le pouvoir et quel pouvoir? Oui, parce que ce qu'on a envie de savoir avec vous, David Racheline, c'est comment vos idées arrivent à percer finalement. Vous êtes jeune, vous faites de la politique, vos idées portent auprès des citoyens et auprès, on l'a vu, des grands électeurs en septembre dernier. Alors avant que vous ne répondiez, le jingle, le traditionnel jingle de l'entretien. Bonsoir, David Racheline, 26 ans, bientôt 27, sénateur-maire de Fréjus, plus jeune sénateur de l'histoire de la République. Donc j'imagine que ça doit vous faire quelque chose d'être ce plus jeune sénateur. On va revenir avec vous donc sur ce que vous souhaitez faire au Sénat avec Stéphane Ravier. Est-ce qu'avec 2 sénateurs, vous allez pouvoir vous faire entendre? On reviendra aussi évidemment sur les 6 mois du mandat à la tête de la ville de Fréjus parce qu'il s'est passé des choses. On parlera des impôts, du budget, et puis on parlera, et on va commencer par ça d'ailleurs, du renouvellement du personnel politique et de la place de la jeunesse dans la scène, sur la scène politique. Vous avez commencé très très jeune, à l'âge de 15 ans, à militer. On a l'impression aujourd'hui que quand on sort de l'UMP et quand on sort du Parti socialiste, c'est plus facile d'émerger quand on est jeune. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce qui est incontestable en tout cas, c'est que Marine Le Pen, depuis maintenant plusieurs années, essaye de mettre en avant une nouvelle classe politique rajeunie, et elle permet à cette jeunesse de s'exprimer, de prendre des responsabilités. J'en suis un des exemples. Mais déjà, il y a quelques années, au moment des élections législatives, Marion Maréchal Le Pen, comme un symbole, avait été élue la plus jeune députée de la Ve République. Et on voit donc bien que Marine Le Pen donne des responsabilités à la jeunesse, elle leur permet de s'exprimer, de prendre des responsabilités. Et je crois que ça colle d'ailleurs avec ce que nous souhaitons faire, à savoir le renouvellement de cette classe politique qui, par bien des aspects, est parfois un petit peu vieillissante, il faut le dire. Mais au-delà de ce que vous pensez de l'UMP et du Parti socialiste, qu'est-ce qui fait qu'au sénatorial, les grands électeurs vous ont davantage choisi que le candidat de l'UMP ? Eh bien moi je crois que le Front National a fait la démonstration qu'il était capable de rassembler au-delà de ses propres électeurs. C'est vrai dans le Var, puisqu'avec 180 électeurs, grands électeurs de la famille politique que je représente, nous sommes allés en chercher plus de 400. C'est donc la démonstration que nous rassemblons, parce que nous avons un discours qui est cohérent, qui est en phase avec les aspirations des Français. Nous faisons une analyse critique de la situation, d'abord bien sûr, mais encore une série de propositions qui manifestement rencontrent un écho de plus en plus important auprès des Français. Est-ce que le discours est plus clair ? Mais nous travaillons quotidiennement à essayer de faire comprendre quelles sont nos propositions. Nous travaillons quotidiennement à essayer d'aller au-delà des caricatures, d'aller au-delà de ce qu'ont bien voulu montrer de nous une classe politique qui a conservé son pouvoir en essayant de nous exclure du champ politique et du champ de la République française. Aujourd'hui, les Français sont attachés au pluralisme démocratique, et c'est aussi pour ça qu'ils ont envoyé 2 sénateurs issus du Front National au Sénat. Cependant, vous
pointez du doigt les autres partis politiques et vous-même, vous n'appliquez pas forcément ce que vous reprochez, c'est-à-dire le cumul des mandats. Vous êtes sénateur, maire de Fréjus. Une fois la loi votée, nous l'appliquerons Franchement, vous le ferez. comme tout le monde. Et évidemment, de toute façon, nous n'aurons pas le choix. Et moi, j'ai dit que je choisirais évidemment mon mandat de maire. C'est celui auquel je suis le plus attaché. Et c'est là que je veux mener dans les années à venir, dans les nombreuses années à venir, mon combat. Mais il n'en reste pas moins qu'avec les grandes difficultés qui sont les nôtres pour obtenir des mandats, avec une sous-représentation dans les médias, avec des moyens financiers qui sont largement en dessous de nos adversaires politiques, nous souffrons déjà beaucoup pour obtenir un certain nombre de sièges. Et donc, une fois que nous les avons emportés, nous les assumons. Et moi, je tiens à assumer mes responsabilités devant les grands électeurs. Est-ce que le Sénat, ça sera une tribune pour vous ou véritablement une arène de combat politique sur les idées? Mais écoutez, le Sénat... Parce que vous êtes deux avec Stéphane Ravier, qui est donc sénateur de Marseille. Les caméras vous ont suivi. Il y a des propos aussi qui ont été disséqués par la presse. Est-ce que vous allez vous servir du Sénat comme une tribune ou comme véritablement d'un lieu où vous allez essayer de faire changer les choses? À deux, ça va être dur. À deux, ça va être dur, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que le Sénat était l'un des derniers endroits en France où on n'abordait pas les véritables problématiques des Français. Il y a des problématiques qui se posent quotidiennement aux Français. Ils en sont conscients sur la politique économique du gouvernement, sur la politique sociale du gouvernement, sur l'immigration, sur l'insécurité. Bref, des débats qui étaient tabous au Sénat. Demain, ils ne le seront plus parce que nous allons porter la voix des Français, celle des territoires abandonnés de la République, celle de tous ces Français qui sont en souffrance et qui n'étaient pas jusque-là représentés. Alors oui, nous allons nous exprimer, nous en servir comme une tribune, mais nous allons aussi faire un travail de fond législatif et sur le terrain aux côtés des maires qui ont choisi de nous élire. Comment on renouvelle quand on est presque un ancien? Parce que finalement, ça fait 10 ans que vous êtes dans la politique. Oui, vous avez raison. Caricature exprès. On renouvelle parce qu'on a des convictions nouvelles. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Peu importe à la limite l'âge des personnalités, ce qui compte, c'est les idées. Et nous avons des idées modernes. Parce que quand nous parlons de protectionnisme économique, nous sommes en rupture totale et nous présentons une alternative économique à un système vieillissant qui échoue depuis 40 ans dans notre pays. C'est vrai dans le domaine économique, mais c'est vrai aussi sur le laxisme de la justice, c'est vrai aussi sur le renforcement des forces de police qui nous apparaît aujourd'hui nécessaire, alors que l'État fait des économies tous les jours sur le dos des services de l'ordre, mais aussi des collectivités territoriales. Bref, partout où il y aurait besoin d'investissement et de finances, l'État recule et nous le déplorons. Il y a une réalité quand même, c'est que dans votre parti politique, il y a beaucoup plus de jeunes qui, ces dernières années, vous ont rejoint. On voit cette différence par rapport, par exemple, à l'UMP. On l'a vu lors du dernier campus tenu dans votre ville. Oui. Les jeunes sont nombreux à avoir quitté la droite dite classique. Oui, mais pourquoi ? Parce que les jeunes ont bien compris que l'UMP portait strictement la même politique sur la plupart des grandes options que le gouvernement actuel. Et au pouvoir d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a rien fait de mieux que ce que fait aujourd'hui François Hollande. Ils ont besoin d'une alternative, ils ont besoin de croire de nouveau en leur avenir, et je crois que nous leur offrons une possibilité de voir notre pays enfin permettre aux jeunes d'assumer leur destin et de croire en leur destin. Vous parlez d'idées nouvelles, quand vous parlez de protectionnisme, de l'Europe, d'immigration aussi, c'est quand même des idées qu'on entend depuis un moment. En quoi c'est nouveau ? On les entend, monsieur, dans le débat politique, mais lorsque l'UMPS est au pouvoir, elle a une politique qui est désastreuse dans ces domaines-là. Et c'est cette politique que nous voulons changer. Nous voulons mettre fin aux 200 000 ou aux 250 000 immigrés qui rentrent chaque année sur notre territoire. Demain, vous êtes au pouvoir, demain, vous êtes au gouvernement. Vous arrêtez tout ça. Nous changeons radicalement les choses et nous portons un projet, encore une fois, radicalement différent des autres. L'espace économique européen est le seul espace au monde à ne pas se protéger. C'est le seul espace à être une véritable passoire, tant en termes d'immigration d'ailleurs que de flux financiers qu'économiques. Et par conséquent, je crois que notre projet est un projet qui croit réellement en la France et qui veut la remettre sur le devant de la scène, ce que ne sont pas capables de faire manifestement. L'UMP croit en la France aussi. L'UMP et le PS croient en la France, croient aux atouts de la France quand même. Bien sûr, mais probablement différemment de nous. Car encore une fois, eux, ils la mettent de côté. Ils essayent d'insérer la France dans un magma européen qui a des conséquences extrêmement graves sur la politique française et sur la situation quotidienne des Français. On le voit bien, aujourd'hui, on est en débat pour savoir si oui ou non la France va pouvoir avoir le budget qu'elle souhaite.
Je veux dire, S'il était rejeté ce budget par c'est l'Europe, absolument si délirant. l'Europe les renvoyer la France dans les cordes, qu'est-ce qu'il Je faudrait précise faire? que cette émission est enregistrée mardi, puisque Totalement. le budget n'a pas encore été débattu à l'Assemblée. Je ne vous cache pas qu'en ce qui nous concerne, nous n'aurions pas posé la question à l'Union européenne de savoir si oui ou non nous avons le droit de voter notre budget. Nous aurions fait toute une série de négociations avec l'Union européenne et avec d'autres pays, avec nos partenaires, pour faire en sorte de retrouver notre souveraineté. Parce que c'est là l'élément essentiel de notre dispositif au Front National. Nous croyons en la souveraineté de la France et nous pensons que le peuple français doit être maître de son destin. Ça n'est plus le cas et nous le déplorons. Alors, une question sur le Front National de la Jeunesse que vous avez présidé. Vous étiez donc aux côtés de Jean-Marie Le Pen en 2007 pour la campagne présidentielle. Vous avez été son consultant web et vous avez donc présidé le Front National de la Jeunesse. Aujourd'hui, le rôle des réseaux sociaux, pour vous, est-ce qu'il est primordial? Et on en a déjà dit un mot. Est-ce que l'avenir du Front National, il est chez les jeunes? Oui, incontestablement. Je crois que pour parler des réseaux sociaux, c'est un élément absolument essentiel pour pouvoir parler avec les Français sans filtre, sans commentaires particuliers et surtout sans caricature de notre propos. Car le Front National a beaucoup souffert, et à l'époque aussi, en 2007, lorsque j'étais aux côtés de Jean-Marie Le Pen, de cette caricature permanente. Aujourd'hui, nous arrivons, grâce à la personnalité, à l'engagement de Marine Le Pen et grâce aux moyens modernes de communication, à discuter directement avec les Français. Je crois que ça, c'est Vous êtes très un actif sur élément. les réseaux sociaux, Facebook, Oui, Twitter. Oui, absolument. Et on compte continuer cette action dans le domaine des nouvelles technologies, car nous y croyons énormément et nous savons que nous sommes attendus. Et sur la jeunesse, c'est un constat que les jeunes font partie des bataillons importants d'électeurs du Front National. Et donc, c'est aussi parce que nous sommes en phase avec leurs aspirations et que nous défendons leur quotidien, parce qu'ils souffrent plus que les autres. Dans un an où se déroulent les élections régionales, ça sera en décembre 2015. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen sera la tête de liste pour la région? Je ne C'est sais ce que l'on pas. dit, enfin vous le savez forcément, ça se non. discute non, au sein Non. des instances. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que c'est la bonne candidate et que probablement elle ferait une excellente candidate. Elle est à la hauteur de ses responsabilités. Elle incarne évidemment cette jeunesse de France qui a besoin de renouveau, qui a besoin de croire en son avenir. Et je crois qu'elle a toutes les qualités, en tout cas, si elle le souhaitait, pour devenir la présidente de la région PACA. David Racheline, 6 mois de mandat à la tête de la ville de Fréjus. Vous avez été pendant de longues années conseiller municipal. Quel bilan vous faites déjà de ces 6 mois de mandature, surtout au niveau financier? Parce que pendant toute la campagne, vous avez vilipendé la gestion des Librins. Aujourd'hui, les finances de la ville de Fréjus sont dans quel état? Est-ce qu'il va y avoir de l'investissement? Est-ce qu'on va pouvoir investir dans les années à venir? Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir tenir votre promesse de baisser les impôts? Alors d'abord, sachez que nous avons commencé par désendetter cette commune, rien que sur la première année, de 10 millions d'euros, ce qui est considérable au vu de la situation extrêmement tendue qui est la nôtre actuellement. Comment vous avez fait? Une dette de 140 millions, c'est ça? Une dette de 140 millions, à la fin de l'année donc 130 millions, sans augmenter les impôts. Et croyez-moi, au vu de la situation de la ville, ça relevait du tour de force. Mais nous avons fait les efforts nécessaires. Et je l'avais annoncé, en ne remplaçant pas un certain nombre de départs en retraite, en renégociant un certain nombre de marchés, bref, en faisant toute une série d'économies, y compris au niveau des associations. On a eu l'occasion d'en entendre parler, à tous les échelons. On va y revenir. Mais je m'en doute. Tous les échelons de la municipalité de Fréjus est au travail pour faire des efforts, parce que les Fréjusiens nous attendent sur ce sujet. Ils veulent que nous fassions cette politique d'assainissement des finances qui ne nous empêchera pas d'investir. Déjà cette année, nous avons commencé à réhabiliter l'entrée est de la ville. Nous avons pour projet de refaire l'école Les Chênes qui pâtissait d'un état de délabrement avancé. Nous allons créer du logement à proximité du centre-ville pour répondre à la demande de logement qui est celle des Fréjusiens, mais encore à la nécessité de revitaliser le centre-ville de Fréjus. Donc nous arrivons néanmoins à investir malgré la situation désastreuse et je baisserai les impôts à mi-mandat comme je m'y suis engagé. Élie Brun d'ailleurs qui a salué votre élection au Sénat. Oui, je crois qu'il l'a fait parce qu'il était peut-être heureux que le maire de Fréjus soit sénateur.
pas forcément pour les idées que je défends, je ne crois pas qu'il soit en phase avec moi, Je crois pas, non. on le sait. Mais on le sait, oui. Néanmoins, je crois qu'il était heureux que Fréjus puisse avoir un maire qui soit aussi sénateur, car je pense que ça va permettre de rééquilibrer un petit peu les rapports avec notre voisin raphaélois, qui, il faut bien le dire, avait une arrogance et une manière de traiter Fréjus qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Je crois que les grands électeurs lui ont donné une petite leçon de modestie. Donc les tensions ne sont toujours pas apaisées avec Georges Ginesta, qui est le maire de Saint-Raphaël, et avec qui vous cohabitez à la CAVEM, qui est la communauté d'agglomération. Vous savez, moi je suis pour l'apaisement, je ne suis pas favorable aux tensions, je demande simplement à ce que Fréjus soit respecté et à ce que les habitants de Fréjus soient respectés. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de mener des projets en commun avec la CAVEM quand c'est nécessaire. Nous savons nous rassembler dans les moments importants pour la formation pour les jeunes ou sur d'autres sujets, mais il faut changer de ton, il faut venir dans la politique moderne et cesser ces méthodes anciennes qui, à mon avis, sont complètement dépassées. Je crois qu'il l'a compris à ses dépens récemment. Alors, vous en avez dit un tout petit mot tout à l'heure sur la baisse des subventions à une association. J'ai dit qu'on y revenait parce que je voudrais vous entendre sur les polémiques. Vous avez découvert aussi les polémiques. Vous saviez, en étant élu, en plus élu du Front National, qu'on allait vous surveiller de près, essayer de rentrer dans ce débat. Alors, pour faire clair, c'est l'association Villeneuve, hein, c'est ça, c'est un centre social que vous avez taxé de partialisme, c'est ça ? Oui, vous savez, j'ai Et appelé... donc vous avez coupé la subvention, Et mais... plus généralement, je ne crois pas qu'il faille se centrer sur un cas en particulier. J'ai dit qu'il était normal que les associations aussi participent du plan d'assainissement des finances de la ville. L'immense majorité d'entre elles l'ont bien comprise. Et j'ai noté en effet que suite à la demande des Fréjussiens et donc à notre action de baisser un certain nombre de subventions, un certain nombre de directeurs de centres sociaux, en l'occurrence la directrice du centre de Villeneuve, a cru bon de faire un certain nombre de commentaires dans la presse qui m'apparaissaient, moi, déplacés, car encore une fois, cette dame et un certain nombre de salariés de ce centre social vivent des deniers publics, vivent de l'argent des Fréjussiens. Je crois que ça amène à un devoir de réserve, au moins à une neutralité bien sentie. Tel n'a pas été le cas. Je le regrette. Ça n'est pas pour ça que nous avons décidé de remplacer le centre social de Villeneuve. C'est aussi parce que nous croyons ces méthodes un petit peu dépassées et que nous voulons moderniser la structure. Il ne sera pas supprimé, il sera remplacé par une maison de quartier qui sera directement pilotée et par le centre social et par le service jeunesse de la ville. Et ce sont des structures en lesquelles, je crois, les Fréjussiens ont confiance. Et je crois que c'est plus pertinent. Il faut moderniser un petit peu ces structures vieillissantes, là encore. Olivier l'a rappelé, ou en tout cas vous a posé la question tout à l'heure. C'est vrai que vous avez vilipendé aussi le clientélisme. On vous a taxé d'être clientéliste sur l'organisation d'événements culturels où des entreprises proches du Front National ont obtenu les marchés. Vous vous êtes défendu en disant que ça avait été les seuls à répondre et qu'il avait fallu faire ça vous rapidement. savez, je m'attendais, et vous en parliez à l'instant, à ce qu'il y ait un certain nombre de politiques artificielles qui soient montées par mes adversaires. Ils ont perdu, ils ont été mauvais joueurs d'ailleurs, il faut le dire, au début de mon mandat. Peu importe, le temps est passé. Et ce que je constate simplement, c'est que dans le dossier des arènes de Fréjus, nous avons réussi à revitaliser les arènes, à faire en sorte qu'il y ait une belle... Évidemment, vous vous doutez bien que, observé comme je le suis, j'ai tout fait dans les règles. Je vous signale par ailleurs, pour parler de ce dossier précisément, puisque je le connais bien, lorsque nous faisons une date dans les arènes de Fréjus, il s'agit d'une mise à disposition qui rapporte à la ville, puisque la société qui exploite les arènes donne 1 000 € à la ville par soir, et donc par conséquent, nous n'avons pas déboursé un centime pour une programmation culturelle de qualité, mais qui va se développer dans les années à venir. Et dès l'année prochaine, nous allons faire non seulement de l'action culturelle aux arènes, mais probablement aussi à la base nature, à l'occasion de la création d'un festival. Je donne la parole à Olivier dans 2 secondes. Juste une dernière question. Ça vous fatigue ces polémiques de voir la presse nationale venir uniquement dans... Non, ça ne me fatigue pas. Vous savez... Vous allez tenir 6 ans comme ça J'ai le sens des responsabilités et puis surtout, lorsque je suis sur les marchés à Fréjus, que je me promène dans les rues de ma commune, je sais que les Fréjussiens sont en phase avec la politique que nous menons, qu'ils savent qu'il va y avoir des efforts importants à faire, mais ils y sont prêts parce qu'ils ont demandé ces efforts et donc les choses se passent très sereinement. Merci beaucoup David Racheline d'avoir répondu à cette invitation. Vous allez rester avec nous pour la fin de cette émission qui va se conclure avec Olivier
Biscay. Il va nous présenter ses coups de cœur littéraires et un premier livre qui risque de vous intéresser et que vous avez certainement dû lire déjà. Oui, pour prolonger le débat, ça s'appelle 20 ans et au front, les nouveaux visages du FN par Charlotte Rothman chez Robert Laffont. Alors c'est un livre très intéressant, ni assassin, ni complaisant, mais qui raconte, voilà, finalement, ce sont des jeunes de 22-23 ans qui prennent les rênes d'une section, d'une fédération, d'une tête de liste au municipal, des jeunes qui font confiance au Front National. Et la journaliste donc explique quel est tout le processus et comment ces jeunes sont enrôlés par le Front National et pour le Front National, parce que ce n'est pas simplement une prise de guerre du Front National vers les jeunes. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vous... Pas encore, mais Madame Rothman m'avait appelé pour me dire que j'étais cité et qu'il y avait un petit passage sur moi, je crois. C'est exact. Autre livre parlant de la jeunesse, c'est Insoumise. Insoumise par Delphine Batho chez Grasset. Pendant 1 an, 1 mois et 17 jours, Delphine Batho a été ministre de François Hollande avant d'être brutalement limogée. Donc elle raconte son expérience, mais surtout elle dynamite, elle disperse, elle ventile, comme on dit, puisqu'elle fait le bilan très acerbe de sa présence au gouvernement et de François Hollande. Et on va terminer avec un dernier bouquin. Tout à fait, Georges Marmenabou, comédie française, chose vue au cœur du pouvoir, donc chez Fayard. Écoutez, c'est le livre de la semaine, je dirais, le récit de Georges Marmenabou, un journaliste, un conseiller de Nicolas Sarkozy, au cœur de la cité interdite du pouvoir. Très intéressant pour découvrir évidemment ce qui se cache derrière l'Élysée. Merci beaucoup Olivier Biscay. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce deuxième forum Azur TV Nice Matin. Merci encore David Racheline d'avoir accepté cette invitation et d'avoir conclu avec nous ce rendez-vous. Émission à revoir sur notre site internet, le www.azur-tv.fr et puis sur les sites internet, bien entendu, de Nice Matin, nicematin.com et varmatin.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et au mois prochain.